Vous étiez attendue, Madame Serroussi. Vous êtes directrice de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé. Ce que je vous propose, c'est de prendre 6-7 minutes dans un premier temps, et vous nous avez amené quelques illustrations pour nous donner le cadre du déploiement de ce grand projet national et territorial. Et ensuite, on engagera la discussion avec nos autres témoins sur comment on s'approprie cette dynamique ici dans notre région. Alors, vous avez un micro devant vous. Vous avez le choix des armes. Allez-y. 6-7 minutes, j'ai le chrono. Okay. Et ensuite, on échange. Alors, bonjour et merci de nous avoir invités. Merci d'avoir organisé cette journée. En fait, une journée régionale de l'éthique du numérique en santé. Il y en a eu un certain nombre, puisque l'objectif, c'était d'aller vers un tour de France. Et bien aujourd'hui, c'est dans les Hauts-de-France que l'on est, et on est très content d'être là. Merci de votre présence. Donc, en fait, je voulais juste commencer en disant que c'est la première fois dans la loi de 2019, appelée Ma Santé 2022, que le mot éthique est entré dans les textes réglementaires en rapport avec le numérique. Donc en fait, c'était un article de loi qui présentait mon espace santé, qui s'appelait à cette époque-là avec son nom d'origine, c'est-à-dire l'espace numérique de santé. Et là, on disait que parmi les 4 services qui sont offerts avec mon espace santé, il y a un catalogue d'applications qui sont recommandées par l'État parce que ces applications, elles présentent des bonnes qualités et en particulier, elles présentent des critères éthiques. Donc si on va à la suivante, on ne s'est pas arrêté au fait de marquer dans la loi l'éthique du numérique en santé. Vous savez, la délégation ministérielle du numérique en santé, elle avait une très large ambition en termes de transformation numérique du système de santé, avec une feuille de route. Et l'action 4 de cette feuille de route, c'était effectivement d'installer à côté des référentiels socles connus, qui sont l'interopérabilité des systèmes d'information, mais également la sécurité des systèmes d'information, eh bien l'innovation là, c'était de placer à côté de ces 2 dimensions un 3e pilier qui était l'éthique. L'éthique qui figure à côté donc des 2 précédents comme référentiel socle de la feuille de route du numérique en santé. Donc si on va à la suivante, on se dit mais oui, enfin l'éthique, il y a plein d'instances déjà qui traitent de ça. D'abord, il y a des textes réglementaires, il y a la loi informatique et liberté qui protège les droits des patients. Il y a aussi le règlement général de protection des données de santé, donc le fameux RGPD, qui effectivement vient à nouveau ajouter un certain nombre de facettes à la protection des droits, à la protection des données, au respect de la transparence, au respect de l'information. Mais finalement, quand on regarde ces textes, eh bien, on s'aperçoit que, comme tous les textes réglementaires, il y a des zones un petit peu plus floues, plus grises, on va dire, qui donnent lieu à des interprétations, avec toujours avec le problème de l'interprétation, c'est que la richesse de l'interprétation, c'est qu'on peut aller au-delà des mots, mais l'inconvénient, c'est que parfois on détériore le sens des mots. Donc on peut aller dans des zones de gris qui déforment. Donc en gros, il y a des zones, malgré ces textes, qui sont encore à défricher, et c'est la place de l'éthique, et c'est à l'éthique de le faire. Alors, il y a des textes, mais il y a aussi des instances. Il y a le Conseil consultatif national éthique, qui a eu pendant la crise Covid un petit qui est issu de ce conseil, qui a été le Conseil national de l'éthique du numérique. Et puis, ces deux finalement comités sont des comités de réflexion et d'avis. C'est-à-dire que, en gros, ces instances, elles sont consultées au niveau national, on demande un avis sur un certain problème et effectivement, les membres de ces comités proposent des avis, mais qui sont en général presque de nouveaux questionnements en fait.
Donc c'est intéressant parce que ça éclaire par contre et ça fait dévoiler des questions et des solutions potentielles. Mais nous, en tout cas, au niveau de la délégation ministérielle du numérique en santé, on ne voulait pas se placer dans la position des donneurs d'avis. On voulait aller vers une éthique du numérique en santé qui soit de terrain, pragmatique, opérationnelle. Et Madame Lefebvre l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la loi Kouchner, elle disait beaucoup de choses, mais c'était au bon vouloir du soignant, hein, j'ai bien entendu, Madame Lefebvre. Nous, ce qu'on voulait, c'est que l'éthique du numérique en santé, ça soit pas au bon vouloir de l'éditeur. C'est-à-dire qu'on voulait insister pour qu'effectivement, il y ait des garde-fous éthiques au niveau de tous les outils qui sont appelés à être développés et déployés. Donc, si je vais à la suivante, s'il vous plaît. On est reparti finalement de l'éthique médicale ou l'éthique de santé selon Hippocrate, avec dès le début dans le serment que les médecins portent au moment de devenir vraiment docteur. Donc il y a les notions de respect, il y a les notions d'absence de discrimination, de protection, d'information, de secret. C'était déjà extrêmement moderne puisqu'on voit que c'est toujours d'actualité. Et si on va au-delà, donc de l'éthique selon Hippocrate, qui est basée sur ces 4 piliers de bienfaisance, non-malfaisance, équité, autonomie, et qu'on croise ça avec l'éthique du numérique, et là je rejoins à nouveau Madame Lefebvre, c'est un outil, hein, le numérique c'est un outil, et en tant que tel, c'est facile à utiliser, il n'y a pas besoin d'être forcément extrêmement formé pour utiliser un outil. Ça doit être accessible à tous, il n'y a pas de discrimination au niveau d'un outil, un marteau, un couteau, voilà. Il y a aussi la notion d'être au service de l'utilisateur et pas l'inverse. Et puis il y a quelque chose qui est assez nouveau et qui est propre à la France, qui est pionnière sur cette thématique-là, c'est l'éco-responsabilité du numérique en santé, puisqu'on sait que le numérique a un impact environnemental, le numérique en santé n'y échappe pas, et si on fait de la santé, on doit être exemplaire en termes d'impact environnemental dont on sait l'impact sur la santé, et donc on se préoccupe également de ça. Donc si on va à la suivante, eh bien nous, au niveau de la délégation, on a une cellule éthique du numérique en santé, et on manipule toutes ces notions qui ne sont pas exhaustives, qui couvrent à peine la partie émergée de l'iceberg, mais qui finalement convergent vers toutes ces problématiques qui sont relatives à l'éthique du numérique en santé. Donc si on va à la suivante, s'il vous plaît, on a donc travaillé au sein de cette cellule sur la proposition de livrables concrets, toujours dans cette perspective d'avoir une éthique pragmatique et opérationnelle. Et ces livrables, en fait, ça a été des films d'animation qui ont été co-construits avec tout l'écosystème, en incluant bien sûr très largement des représentants des usagers, mais également des usagers, pas uniquement le fait de passer par la représentation. On a construit des référentiels éthiques. Alors ça, c'est ces fameux garde-fous à l'intention des éditeurs pour éviter que y ait des biais qui s'introduisent ou qu'il y ait un numérique qui soit pas accessible, qui soit difficile à utiliser. Et puis un truc qui est très 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 important, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, moi je pense que il y a eu une mention sur le fait de donner ces données comme on donne son sang, etc. Alors, on ne donne pas ces données et on autorise la réutilisation à des usages autres que le soin. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Je pense que personne n'est contre ça à partir du moment où il y a de l'information, il y a de l'intransparence. Le maître mot aujourd'hui, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est la transparence et la confiance. Et c'est avec ces deux choses-là qu'on aura des usages. Parce que le numérique en santé est bénéfique et ne pas en faire profiter les gens, c'est pas éthique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut un numérique en santé éthique pour que tout le monde puisse l'utiliser et bénéficier de ces valeurs ajoutées. Alors on a travaillé sur l'intelligence artificielle, on a travaillé sur des éco-scores, puisque comme je vous l'ai dit, on est vraiment très vigilant sur le fait d'avoir un numérique qui est éco-responsable, on va dire, et on a produit un certain nombre d'écrits qui sont vraiment repris au niveau de l'Europe, puisque au cours de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, on a poussé 16 principes éthiques du numérique en santé au niveau européen, et ça a été signé et adopté avec l'unanimité des ministres de la Santé. Voilà, donc
On ne fait pas que des choses hors sol pour se faire plaisir, on fait des référentiels, des films, etc. Non, en fait, ça s'adresse à vous et c'est évalué, toujours évalué auprès de tout le public qui doit le recevoir. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Ça, c'est justement l'adoption des 16 principes éthiques européens avec le ministre de la Santé qui était à l'époque Olivier Véran. Et il y avait en duplex tous les ministres de la Santé des États membres. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci, madame. Merci. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. On retient plusieurs points qu'on va mettre au débat dans ce que vous nous avez dit. Le sujet de la transparence, très important, et donc la notion de consentement et la donnée, on va y revenir, pour comprendre comment la collecter, la traiter. Vous nous dites également que le numérique doit être inclusif, ce qu'a dit le DG de l'ARS en ouverture, la notion d'égalité. Mon espace santé, on y reviendra en deuxième partie, parce que là vous avez un catalogue de services très intéressant, la sécurisation des données, leur réutilisation, et puis cette donnée un peu spécifique pour notre pays, qui est la dimension durable de ces transactions numériques. Je pose tout de suite la question au docteur Kremer, donc directeur de l'espace de réflexion éthique régionale des Hauts-de-France, de vous demander si vous êtes à l'aise avec ce que vient de décrire le professeur Serroussi, et notamment sur les options concernant le traitement et la gestion des données. Je donne volontiers acte à notre gouvernement de toutes ces précautions. Et en tant que citoyen et en tant que membre d'un espace éthique, je suis tout à fait rassuré que notre gouvernement d'un pays qui est démocratique prenne en main l'architecture de ces choses-là, dont acte absolument. Les espaces éthiques dans les établissements ont été institués par la loi HPST, mais il y en a qui existent depuis bien avant. L'espace éthique du CHU d'Amiens a une antériorité de 40 ans. Celui de Lille est né avec la loi HPST, puis les espaces éthiques régionaux sont nés après. Nous sommes habitués à être au carrefour finalement des problèmes, d'abord des usagers, enfin des professionnels du système de santé, et puis avec les espaces éthiques régionaux, une dimension qui s'est ouverte vers les citoyens. Et depuis 40 ans pour certains sites, nous savons qu'un certain nombre de problèmes inattendus surviennent, même quand on a tout balisé. Genre et c'est quelque chose qu'il faut accueillir aussi comme une possibilité. Bien entendu, je souscris, et qui plus est dans une course avec des firmes qui sont quelquefois plus puissantes que les États, à la volonté de rationaliser, de rendre service, contribuer aussi, bien entendu. Mais là, l'image qu'on peut en avoir, la représentation, c'est l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'on fait des cohortes, on fait des statistiques. La particularité du numérique en santé, c'est la constitution de grosses bases, et je vais peut-être en parler un petit peu, parce qu'ensuite, après, on parlera surtout des problèmes d'accessibilité et d'utilisation. Ces grosses bases ont un intérêt scientifique, parce qu'elles vont produire des données secondaires à partir des données voire primaires. Tertiaires. Voire Alors, des données tertiaires. Ça, c'est très intéressant. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, madame, sur les données et les rebonds d'utilisation de ces données. Parce qu'il y a un véritable sujet éthique par rapport à ce que dit le docteur Kremer. Donc, quelle vigilance et quelle notion de consentement précise? Après, je vais vous emmener sur le terrain à Denain. Vous allez voir. Quelle vigilance et quelle notion de consentement précise par rapport à ce sujet que Romain Kremer exprime? Alors, d'abord, il y a plusieurs types de données. Donc, je ferai la différence entre les données qui sont issues du soin et qu'on va trouver dans les dossiers patients informatisés
par exemple à l'hôpital ou chez le médecin dans un cabinet de ville ou dans une maison de santé, etc. Moi, je ferai la différence entre ces données-là et les données qui vont être récoltées au niveau des applis de santé que vous utilisez par exemple pour suivre votre diabète ou que vous utilisez pour faire de la gymnastique, compter vos pas, etc. Dans le premier cas, on est dans un environnement de solidarité sanitaire prise en charge par l'assurance maladie. C'est des données du soin qui peuvent être réutilisées à des usages autres que le soin, sauf opposition des patients. Alors que dans le deuxième cas, ce sont des données entre guillemets privées qui sont éventuellement captées par des éditeurs et qui finalement vous devez consentir à leur réutilisation en dehors du service qui est offert par l'appli de santé. Ah, mais c'est ça l'alerte du docteur Kremer. C'est dans ces applications secondaires, tertiaires, il y a des opérateurs privés qui arrivent, oui, qui traitent, et donc nécessité d'une vigilance totale, voilà, sur toute cette chaîne. Alors là, du coup, je vais rebondir sur ce que j'ai dit précédemment. Dans mon espace santé, il y a un catalogue de services qui va lister des applis de santé qui auront vérifié un certain nombre de critères, notamment les critères éthiques. Et nous, on a un chapitre, et donc ça, c'est opposable. C'est-à-dire que si c'est pas vérifié, c'est pas dans le catalogue de services. Et nous, on a un chapitre éthique de critères où on explique effectivement aux éditeurs qu'il faut qu'il y ait une vraie transparence au niveau des traitements qui servent des finalités secondaires. Mmh. Hein, il y a la finalité primaire, c'est le service. La finalité secondaire, c'est de la réutilisation. Alors, derrière ces finalités secondaires se cache souvent l'amélioration du service, la production de statistiques, etc. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y a la transparence sur l'existence de ces finalités secondaires et surtout qu'on puisse consentir au traitement qui vise la production du service et s'opposer, ne pas consentir au traitement qui vise l'amélioration du service, la production de statistiques, etc. Et que le service ne soit pas dégradé, c'est le même. Donc, l'utilisateur, il peut consentir au traitement de ces données pour le service, parce que s'il n'y consent pas, il n'aura pas le service. Par contre, ça peut s'arrêter là, comme ça peut aller au-delà. Et ces deux consentements doivent être différents et identifiables en tant que tels. Alors, cette précision, si vous permettez, ça vous va? L'alerte n'était pas c'était pas uniquement ça, parce que là, c'est des choses qui sont maîtrisables, effectivement, comme le dit Madame Terrossi. Je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que l'inattendu est inévitable. Et comme dans tout système, et donc éthique par design, bon, effectivement, ça a plus de chances d'être éthique si on y a pensé avant. Il y a un premier piège, c'est un peu comme les papiers infalsifiables. Si on a une carte d'identité infalsifiable fausse, parce on est entré avec des faux documents, elle est considérée comme vraie et on a là un biais de pensée que le papier infalsifiable, il est forcément infalsifié. Et donc, ça ne suffit pas, et c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que l'inattendu arrive dans tous ces systèmes-là, c'est inévitable. Il faut l'accueillir comme quelque chose d'inévitable. Ça veut dire que ces bases vont être des données vivantes. Et je pense qu'on peut dire qu'on survalorise un petit peu l'anonymisation. Vous avez fait un sondage en disant qui s'est fait transfuser. Les gens ont levé la main. Ils n'ont pas. C'est parfaitement privé. Ça ne vous regarde pas. Il y a des gens qui ont même dit pourquoi ils n'étaient pas transfusés. C'est-à-dire qu'on a tendance, on a fait là quelque chose de pas bien. Non, pas du tout. Ça n'a aucune importance parce que les gens ici, c'est pas stocké. C'est pas du tout la même chose si le fait de lever la main avait stocké votre donnée dans un dossier. Ah mais si, j'ai filmé, j'ai stocké. Hein. Vous voyez, et donc on n'a pas Oui. L'anonymat est survalorisé. Alors c'est pour plus tard, bien entendu. Ces données secondaires qui sont produites peuvent être utiles pour le patient qui les a données. Et là, on arrive aux limites de l'anonymisation, à de nouvelles questions. Il
Faut-il que ça revienne vers le patient? Toutes ces questions se poseront. Et je pense que là, il y a une passe pour les usagers dans les comités d'utilisation. C'est des choses qui sont... Et c'est là qu'on peut se glisser sur ce sujet-là, en dehors des problèmes d'accessibilité, sur la place des usagers dans la vie de ces bases, et au moment où on se pose la question, est-ce que j'ai le droit de faire tourner mon logiciel? Alors, sujet très intéressant. Martine Lefebvre, tout d'abord, quel ticket vous prenez sur ce débat fondamental qui nous met sur la table? Les gens qui me connaissent ne vont pas être étonnés de ce que je vais dire. Mais en vous écoutant, je me dis que véritablement, moi qui me bats pour avoir dès l'école primaire une éducation à la santé, je pense qu'il faut effectivement que les usagers en santé, et j'en suis, soient formés à toutes ces nouveautés qu'est le numérique en santé. Autrement, mais c'est quelque chose qui est une grande inconnue pour la majorité des... Qui forme, on se forme où? Comment? Qui forme, voilà. on se forme où? Mais il faut être formé dès le départ, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qu'on va rejeter éventuellement d'une façon globale, parce qu'on n'y comprend rien, ou qu'on va accepter parce qu'on n'y comprend pas plus. Donc, si vous voulez, je pense qu'effectivement, il faut... Mais maintenant, enfin, moi, je me bats depuis des années, si vous voulez, pour l'éducation à une nutrition équilibrée, etc., dès l'école primaire, et je l'ai fait dans une autre vie. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui à l'ère du numérique. Oui, vous nous dites... Parce que moi-même, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais. Donc vous nous dites, vous faisiez référence à la loi Kouchner, acteur de ma santé. Là, on parle de acteur de ma santé numérique, mais il faut que j'apprenne et que je comprenne. Alors, on va faire un petit break et après on revient sur le débat. On va aller à Denain, où on a interrogé médecins, patients, sur leur pratique de leur relation numérique. Et on a bien compris que la relation numérique, ce n'était pas le Graal, que la relation devait d'abord rester humaine. Écoutez-les. Ils arrivent dans quelques instants. On va à Denain, là-haut? La télémédecine en général et la téléconsultation en particulier reste un outil complémentaire qui permet de continuer à prendre en charge nos patients sans nécessité d'être présent dans le cabinet. Bonjour madame. Bonjour docteur. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va, ça va. Ça va très bien, merci. Pour moi, en fait, la consultation est très bénéfique. J'évite en fait les salles d'attente, les épidémies comme le Covid qui peuvent nous toucher à tout moment. Donc de chez moi, sans me déplacer, je suis très bien suivie via Doctolib et je trouve ça très bénéfique pour les patients qui sont atteints de maladies très lourdes ou qui ne peuvent pas se déplacer via un handicap. Ça permet de donner plus de soins aux patients, plus de consultations dans la journée, parce qu'il y a des fois, c'est des simples renouvellements de traitement, des choses comme ça. Ça nous permet de libérer des créneaux d'urgence, en fait. Ça décharge énormément les médecins. Donc nous, on part au domicile chez les patients. Les patients, ça les rassure aussi puisqu'ils peuvent voir le docteur sur la tablette. Je pense que la téléconsultation va être amenée à se développer du fait de la désertification médicale. L'intérêt, c'est justement aller chercher le patient chez lui plutôt que de l'amener au cabinet avec les difficultés qu'il peut avoir. Docteur Kremer, il y a un corollaire à l'éthique que vous portez, que vous défendez, qui est donc celui de la citoyenneté, avec la formation et l'engagement de l'usager. Alors, on parle de la formation, de l'engagement de l'usager, quid des professionnels? Là, on voit un médecin denaisien averti, quid des professionnels? Mais, écoutez, là, en l'occurrence, je pense qu'on ne sera pas jamais formé à la hauteur de la nouveauté des choses. Et il faut l'accepter telle qu'elle. Il faut l'accepter justement. Il y a la fulgurance des choses aussi. Oui, et puis le développement. Les seuls qui soient capables de maîtriser ce qui se passe derrière le rideau sont des ingénieurs qui ont fait médecine, c'est-à-dire des gens qui ont fait la passerelle entre les deux,
ils se comptent sur le doigt d'une main. Eux comprennent encore ce qu'ils se disent entre eux. Il faut accepter les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on ne maîtrisera pas les choses, mais en revanche, il faut plaider pour une veille vivante et longitudinale, pas uniquement à l'entrée. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer, et d'accepter les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas refuser le numérique, je ne voudrais pas du tout passer pour un imprécateur de malheur, non, mais accepter justement qu'on est dans une dimension nouvelle, que la formation, on ne va pas faire de tous les usagers et de tous les professionnels de santé des ingénieurs de data numérique de santé, c'est impossible. Il y a un niveau de confiance, et en l'occurrence, je prends acte du fait que le gouvernement s'en saisit, et j'en suis heureux. Et ensuite, il faut accepter aussi que le blindage à l'entrée ne suffira pas. Il faut un contrôle à l'entrée, mais il faut savoir que derrière le rideau, on va avoir de l'inattendu, et qu'il faut être prêt à y réfléchir en direct, avec des connaissances forcément partielles, il faut l'accepter tel quel, mais de manière continue. Ne pas penser que le projet va être terminé à partir du moment où il sera lancé. D'accord. Le message n'est pas de dire ne faites pas confiance, c'est accepter l'inattendu et accepter le fait qu'il va falloir encore y réfléchir toujours et en temps utile. Et c'est là que je pense qu'il y a une place pour des usagers dans la veille de l'emploi de ces données. D'accord. Le message est clair. Alors, en même temps, gérer l'inattendu, c'est pas très confort. Alors, avez-vous un commentaire, professeur Serroussi, et ensuite, avec vous, monsieur Marquet, on verra notre feuille de route régionale. Et puis on débriefera avec vous deux, mesdames. Un commentaire, une réflexion? Oui. C'est le sujet là qui nous apporte. Très rapidement, hein, je suis d'accord, hein, bien sûr, on ne pourra pas être partout, on ne peut pas garantir, etc. Je reprends l'exemple de mon espace santé, hein, puisque ça parle à tout le monde. Donc ce fameux catalogue de services où on filtre à l'entrée les applications qui ont vérifié un certain nombre de critères, etc. Bien sûr, nous, on n'est pas derrière toutes les lignes de code, bien sûr, on n'est pas... Mais on a effectivement des critères qui sont vérifiés, donc feu vert. On travaille également à un projet de plateforme d'éthico-vigilance, c'est-à-dire qu'on va mettre... D'éthico-vigilance. C'est ça. Wow. On va mettre en place une plateforme qui va permettre à tous les utilisateurs de tous ces outils du numérique en santé, de nous aider finalement à améliorer l'ensemble de ces services. Donc en gros, l'idée c'est, si quelqu'un est confronté à une question qui est posée, qui n'aurait pas dû être posée, ou à un fonctionnement qui était bizarre, ou la découverte d'un sous-traitant alors qu'il n'était pas mentionné, ou des choses comme ça, on demande aux gens de nous signaler cela, et de nous donner évidemment l'application, l'éditeur, et nous, on va gérer avec l'éditeur. Donc en gros, pour finir, il faut faire confiance à l'État parce que on se donne bien sûr les moyens d'être à la hauteur de tout ce déploiement d'outils, mais on compte sur vous aussi en retour, parce qu'on ne va pas pouvoir être partout, on ne va pas pouvoir être derrière toutes les applications, tous les outils. Oui, parce que Robin Kremer, il ne donne pas les clés. La confiance, elle a une contrepartie, qui est celle de la bonne gestion de l'inattendu. Alors, Gwen Marquet, qui est le directeur adjoint chargé de la stratégie des territoires à l'ARS, puisque le sujet est aussi territorial, expliquez-nous la feuille de route que l'on se donne. Hein, vous avez abordé le sujet il y a 3 ans environ, la feuille de route que l'on se donne, avec le multi-acteur indispensable de tous celles et ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. Bonsoir à tous. Bonsoir déjà. Oui, bonsoir. Bonjour. Et quelle heure? Je voudrais réagir juste tout de suite à ce que vous avez dit, parce que sur l'histoire on n'est pas tous experts et on connaît pas tous... enfin voilà, on n'est pas tous informaticiens experts, moi-même d'ailleurs je ne le suis pas. Mais juste rappeler une chose, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, on a parlé de l'usage. Rappeler quand même aux usagers, que nous sommes tous, que quand un outil numérique, quand l'usager, ça ne lui convient pas, il ne l'utilise pas. Et cet outil numérique ne fonctionne pas, n'a pas d'existence. Donc il y a quand même, entre les mains des usagers,
un élément majeur qui est pas uniquement ce dont on parle au travers de toutes les dimensions de l'éthique. Il y a un premier élément qui est cette question de l'usage. Et pour être assez jeune dans le milieu du numérique en santé, parce que j'étais plutôt du côté des projets de santé, j'ai vraiment découvert dans ce monde du numérique un questionnement des professionnels du numérique qui est comment on va chercher l'usage, comment on est vraiment utile. Et ça a été dit à plusieurs reprises que le numérique est au service des projets, au service la valeur ajoutée que ça apporte. Quelle est la valeur ajoutée? Quand il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est pas utilisé. Et un élément, donc, pour parler de la feuille de route, et on parlait de confiance tout à l'heure, alors je ne sais pas si je vais y arriver en 5-10 minutes, juste essayer plutôt 5 que 10. Hein. Plutôt 5 que 10, ouais, donc j'ai compris oui, que ça se réduisait. Essayer de dire que ce qui se passe actuellement est quand même assez nouveau. C'est-à-dire que, et qu'on cherche à... je vais être dans la continuité de ce qu'a dit le directeur général tout à l'heure. La dimension territoriale est vraiment essentielle. Mais je voulais vous essayer de vous expliquer, même si ce sera redit par les collègues de l'assurance maladie après, vous expliquer quand même la logique qu'on a aujourd'hui, qui est que on a tout ce qui a été décrit par Madame Serroussi, un environnement éthique, une logique de plateforme nationale, mais on a aussi une recherche d'utilité, c'est-à-dire de mettre en place des outils dans lesquels vous avez de l'information qui peut être intéressante, qui peut être pertinente et qui, finalement, va faire que, assez naturellement, on ait de l'usage. Si on n'a pas cette base-là, on n'a finalement plus trop de discussion, l'outil tombe tout seul. Donc le premier sujet, c'est que depuis l'année dernière, c'est très récent, ce démarrage, cette mise en œuvre de mon espace santé. Cet espace santé, il n'arrive pas tout seul. Vous recevez votre email et puis vous ouvrez votre espace santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que les collègues de l'assurance maladie en parleront. Mais ce qu'on fait nous côté ARS, même si on travaille de concert tout le temps maintenant, puisqu'on porte tous les deux des parties, des briques de cet ensemble, nous on est très attentifs et il y a des programmes nationaux qui mobilisent tout notre écosystème, c'est-à-dire tous les acteurs de la santé, pour alimenter mon espace santé. Donc, ça c'est progressif, parce que vous n'avez pas encore toutes les données qui peuvent vous intéresser, mais vous avez déjà des choses dedans. Mais progressivement, les établissements de santé, ils ont un programme très particulier qui s'appelle SONES, qui est tout nouveau. Ils ont postulé à des appels à projets l'année dernière, et la région est très dynamique. C'est uniquement pour alimenter mon espace santé, parce que les hôpitaux, vous savez, ils ont déjà des programmes depuis longtemps. Et puis, le secteur du médico-social aussi, très mobilisé, avec les dossiers usagers informatisés. Alors, ces établissements-là, eux, s'informatisent, donc ils font une première étape, il faut qu'ils aient des outils, mais la condition, c'est que ces outils alimentent aussi mon espace santé. Et puis, ça a été dit aussi tout à l'heure, des leviers sur les industriels pour qu'ils convergent vers cette dynamique et qui soit interopérable, qui soit éthique aussi. Donc tous ces éléments-là ont été mentionnés, mais c'est pour vous dire que cette dynamique, elle est globale autour de mon espace santé. Donc ça, c'est le premier point. Et derrière, elle embarque des choses, on dit que l'éthique soit au niveau national, c'est un élément majeur, mais il y a d'autres sujets qu'on appelle les référentiels, les socles. Quand on utilise ces mots-là, c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul dans un coin en région, comme par exemple l'INS, votre identifiant national de santé. Il faut qu'on ait tous un INS et qu'on l'ait quel que soit l'endroit où on va se trouver en France. Avant, ces logiques-là d'identifiant pouvaient être faits en région et pouvaient être différents d'une région à l'autre. Donc ça, c'est aussi un élément et un des moyens de sécurisation du système, puisque là, on parle notamment derrière cet identifiant de la question de l'identito-vigilance. Que votre nom et votre prénom, quand vous allez vous faire opérer dans un hôpital, par exemple, c'est bien vous. S'il y a une petite virgule ou s'il y a un trait, c'est pas celui du 6, mais du 8 et que c'est plus vous, ça peut poser des complications. Et donc ça, tous ces éléments-là et ces socles, ils sont accompagnés dans cette première phase, qui est, je dirais, un ensemble, un socle à l'ensemble des régions. Le deuxième niveau, ça a été dit tout à l'heure, notre deuxième priorité, c'est le développement de la télésanté.
globalement. On a parlé de la téléconsultation, on sait qu'elle a pris une ampleur sans précédent pendant la crise, et on sait pourquoi. Et on a vu l'exemple tout à l'heure. C'est maintenant quelque chose d'assez naturel et assez installé, on va dire d'une certaine manière. Mais la télésanté, c'est pas que ça, c'est aussi des outils de collaboration entre les professionnels. Pour gagner du temps, un médecin, il cherche à avoir un avis d'un confrère spécialiste. Et donc, là, encore une fois, là aussi, on a besoin de certains outils pour la téléexpertise, par exemple. Je citerai que ça, je ne vais pas aller plus loin, comme la télésurveillance. Et on a encore aussi, là, dans ce cas, besoin que les professionnels échangent entre eux. Le troisième volet dont je veux parler, c'est le volet des parcours. Le directeur général en a parlé tout à l'heure. C'est les outils qui permettent aux professionnels et aux usagers de collaborer autour d'une problématique commune. D'accord ? Il a cité notamment la cancérologie. En cancérologie, vous savez qu'il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Les professionnels ne sont pas forcément tous sur place. Ils peuvent l'être, mais pas toujours. Et donc, l'outil numérique vient aider à travailler ensemble, vient aider à faire aussi que l'usager puisse être présent autour de ces échanges et de ces discussions, et faire que, finalement, on a des échanges et des productions de documents spécifiques à ce suivi. Ces outils-là, et on a cité tout à l'heure Prédis qui est dans ce volet-là, pour que ce soit clair pour tout le monde, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'objectif, et vous voyez que tous ces éléments-là avancent ensemble, hein, c'est que vous compreniez bien l'atterrissage de tout cela, c'est que le point d'entrée unique, c'est mon espace santé, et dans mon espace santé, on a ce qui va être décrit tout à l'heure avec les données de santé, la messagerie sécurisée, et puis le store, avec des services. L'objectif, c'est bien que Prédis, qui est un bouquet de services, puisse se retrouver dans mon espace santé, comme d'autres outils qui sont dans le store. Et je tiens à préciser aussi que, parce que derrière Prédis, on parle souvent d'un industriel. Prédis, dans la région, c'est avant tout, et les équipes nationales avaient remarqué ça en 2019, premier Tour de France, parce que, je dis vous tous, parce qu'il y en a pas mal qui sont dans la salle qui étaient là, c'est que le collectif, tout le monde a voulu monter sur scène. On est tous montés ensemble pour montrer la dynamique du projet. Et on était vraiment au tout début. Donc Prédis, c'est d'abord une aventure commune où toute la région, tous les professionnels de la région ont dit « nous, on veut monter nos projets, on veut travailler ensemble ». Donc c'est cette dynamique-là qu'on a conservée, et c'est pas une dynamique qui est rattachée à un industriel ou à un autre, hein, parce qu'on a déjà été chercher d'autres industriels, parce que certains ne répondaient pas à ce qu'on souhaitait. Donc on poursuit notre chemin de travaux collaboratifs. Deux questions. Je dois dire une chose. Je dois dire une chose. Oui, très vite, mais elle est majeure. Elle est majeure. Un professionnel, un usager, il fait quoi par rapport à tout ce que je viens de vous décrire? Quelque part, il s'en fout. Lui, il veut aller dans un endroit, il utilise l'outil et il veut avoir confiance d'ailleurs dans cette dynamique-là. Okay ? Donc il faut que tout ça soit traité ensemble de la même manière dans un territoire. Certains professionnels, certains usagers vont utiliser que mon espace santé et ils sont très très bien avec les outils qui sont dans mon espace santé. Et d'autres iront dans mon espace santé et iront chercher des outils qui seront dans le store parce qu'ils auront besoin d'un suivi plus spécifique et d'un outil collaboratif plus avec des particularités pour travailler avec les professionnels qui sont autour de lui. La logique territoriale, c'est redonner la dynamique, redonner la main aux professionnels des territoires. Ça a été dit tout à l'heure par la présidente de la CRSA, c'est un élément majeur. Vous avez 7 territoires d'animation numérique qui ont été définis, vous faites la tournée, ça bosse, des workshops avec les différents acteurs. J'aurais une question à vous poser là-dessus. Mais juste, sur le dernier point que vous venez d'évoquer, les professionnels, les patients, quelle confiance, quelle appropriation. Vous allez entendre un élément de réponse, alors cette fois on est à Maubeuge, on reste dans le Nord, où on est allé interroger à la fois des professionnels et des usagers. Regardez. Quand vous avez des médecins et qui est plus ou moins surchargé, ça peut arriver, hein. Il y a des jours un médecin peut être surchargé de patients, et ça permet à la fois d'être pris entre deux,
d'être consulté et à la fois pouvoir avoir son médecin, hein, parce que avoir rendez-vous, c'est souvent, s'il est surchargé, c'est peut-être 2-3 jours après, que grâce à ça, il peut nous prendre entre guillemets dans l'immédiat ou entre deux patients. J'ai aimé cette chose-là, pourquoi? Parce que le médecin n'était pas à côté de moi. Il a pu diagnostiquer de loin, il a vu comment j'étais. Ça peut permettre de pallier la carence de médecins traitant sur certains territoires. Et ça permet d'autre part d'avoir une réactivité au niveau de la demande de soins et aussi de désengorger le cabinet pour des soins qui seraient secondaires. J'ai un peu plus d'affinité avec mon infirmière. Donc il y a des choses que je dis pas forcément à mon médecin, mais je me confie plus à mon infirmière. Et le suivi médical, il est parfait, quoi. Déjà, tu attrapes moins de microbes à la maison qu'au cabinet. Pour une personne qui est déjà malade, comme mon mari il est déjà malade, au moins j'appelle, on a une téléconsultation et puis au moins je sais que là il n'y aura pas de microbes, rien du tout, c'est à la maison, quoi. J'ai plus d'affinité avec mon infirmière. Vous répondez en quelques secondes tout le dispositif que vous avez décrit, la feuille de route. Et sa mise en œuvre sur le terrain avec vos 7 territoires. Quelle place vous faites ou vous ferez très vite à la gestion de l'inattendu dont il nous parlait tout à l'heure? Comment vous êtes en veille sur tout ce qui va se passer, quoi? D'abord, c'est la base, c'est de se dire que quand on est à l'ARS, c'est déjà savoir qu'on ne fait pas tout. Et que de toute façon, on ne peut pas gérer seul l'inattendu. Et que ce sont les professionnels de terrain et qu'on doit les aider à travailler ensemble et à s'organiser, parce que la recherche de solutions, elle vient de là. Aujourd'hui, nous avons des tensions en termes de démographie de professionnels qui sont telles que nous n'avons pas de solutions. Donc les solutions, nous les trouvons ensemble. Nous apportons évidemment, le développement du numérique, rechercher les formations, voilà, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, c'est tout un axe d'ailleurs du projet régional de santé sur la démographie des professionnels, mais la recherche de solutions, les organisations locales, on voit bien ce qui a été dit, la personne, alors je ne vais pas redire exactement ce qu'elle a dit par rapport à son infirmière, mais c'est pas le lien uniquement avec son infirmière qu'il décrit qui est important, c'est surtout que cette infirmière, elle est dans un collectif. Nous, on travaille ensemble d'ailleurs avec l'assurance maladie pour que ces collectifs se mettent en place. C'est là que viennent les meilleures solutions. Ouais. Nous, on est à l'écoute de ces solutions. Oui, donc j'entends aussi, on vérifiera cet après-midi avec vos retours d'expérience, que le numérique peut être aussi un outil de dynamisation des communautés de santé. La parole à l'usagère. Christine Trept, présidente de la commission spécialisée dans le domaine du droit des usagers au sein de la CRSA. Bon, d'abord, est-ce que tout ça, ça vous convient? Et puis, ensuite, dites-nous quelles sont j'y mets les guillemets, les alertes positives que vous souhaitez apporter au débat. Parce qu'on est au début de l'histoire, là, de cette affaire-là. Si je vous donne la réponse de la présidente de la commission, je dis « super, on a avancé ». Si je vous donne la réponse d'usager, qui n'y connaît rien, je me dis, mon Dieu, surtout pas utiliser ce truc-là. Parce que je pense, et M. Marquet le disait à un moment, c'est-à-dire nos deux intervenants, les premiers, avant de parler d'utilisation secondaire, tertiaire et tout ce qui peut y aller, Marquet disait à un moment l'usage, c'est-à-dire nous, les usagers, si je ne comprends pas l'avantage que je peux tirer de mon espace santé, j'y vais pas. L'avantage, il est où? Il est, pour moi, usager, la possibilité qu'un professionnel de santé peut accéder à un certain nombre d'informations sur ma santé, et surtout, quand c'est utile, quand je suis dans un état qui ne me permet pas de m'exprimer. Ça peut être n'importe lequel. On peut être en vacances, on peut avoir, faire un AVC, je ne le souhaite pas, on peut avoir plein de choses. Au moment où on arrive aux urgences, on n'arrive pas à s'exprimer. Je pense que mon espace santé peut éviter des accidents
médicaux. Premièrement, parce que je peux être allergique à un certain nombre de produits. Deuxièmement, parce que le médecin qui me suit ou le médecin qui me reçoit ne sait pas que je suis diabétique. Troisièmement, que j'ai eu peut-être une transfusion parce qu'on parlait de don de sang et que ça s'est mal passé parce que j'ai une spécificité dans mon sang. Je dis à un moment ou à un autre, et c'est tout simplement aussi parce que j'ai oublié mon ordonnance et je ne sais pas trop ce que je prends. Il faut quand même dire que, parce qu'en général, les usagers qui sont là, qui viennent à nos journées, sont des usagers qui sont quand même informés, qui s'informent et qui sont un certain, disons, sont avancés dans leur cheminement, dans leur réflexion en comparaison avec nos concitoyens lambda qui n'y connaissent rien, qui ont encore le carnet de santé, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire de la carte vitale et qui n'ont peut-être même pas, et ça c'est le deuxième problème, qui n'ont pas accès à mon espace santé. 48% des gens. Parce que, et c'est là où je pense, où c'est important, dans une première ligne, et là-dessus je remercie l'État, enfin arrivent les petites publicités à la télé en disant qu'est-ce que je fais avec ça, même si pour moi ça ne va pas assez loin pour dire pourquoi, dans quel cas ça peut m'aider, personnellement. D'accord. Hein, c'est l'information. Alors, justement, question que je vous pose, et je pose la même question à Madame Lefebvre. Puisque la mère des batailles sera la formation, la pédagogie, l'entraînement des citoyens vers ces nouvelles utilisations, ces nouvelles applications. Est-ce que vous vous sentez armé pour animer la nécessaire pédagogie, et est-ce que vous trouvez que l'État est un bon pédagogue? Et puis Madame Serroussi répondra, et ensuite on accueillera Caroline Guillot. Alors. Juste une petite chose qui ne répond pas du tout à votre question, même si effectivement je dis qu'il faut... Le numérique, c'est aujourd'hui quelque chose d'incontournable. Mais encore faut-il, si vous voulez, que l'usager ait la certitude qu'en face de lui, il va avoir un professionnel de santé et un vrai professionnel de santé. Dans l'expérience de Gilbert Mbok à Denain, que je connais bien, c'est un médecin qui est en face. J'ai dit tout à l'heure que j'ai été à Ordinal et j'ai présidé pendant quelques années la commission des contrats. Moi, il y a un contrat qui m'a beaucoup alerté il y a quelques mois. C'était une plateforme. Le médecin qui était formé en France était aux Émirats Arabes Unis. La consultation se passait sous forme de tchatch. Bonjour, j'ai une plaque rouge sur ma fesse. Et puis, c'était des échanges comme ça. Là, excusez-moi, je ne peux pas adhérer. Je ne peux pas adhérer. Pourquoi? C'est quoi les limites? Mais enfin, un acte de médecine, c'est un acte où vous regardez, où vous échangez. C'est un acte clinique. C'est pas un tchatch. La téléexpertise, je suis tout à fait d'accord. Ça fait des années. Effectivement, moi j'avais travaillé avec un copain qui était prof, si vous voulez, au CHU, et qui avait mis en place une téléexpertise pour des patients qui étaient en prison. Mmh. Bien sûr que c'est un plus. Bien sûr, on n'est pas obligé de mobiliser, d'emmener. Idem pour les EHPAD. D'accord. Plutôt que de... Donc, si vous voulez, oui, le numérique, c'est quelque chose d'incontournable. Oui, le numérique, c'est un outil important. Oui, le numérique, pour une égalité d'accès aux soins, c'est un outil. Mais attention. Donc, pour vous, il y a des garde-fous. Absolument. Oui. Alors, absolument. Toutes les deux. Faire attention que précisément les grosses boîtes ont bien compris ce que ça peut être comme source de revenus. Et donc ça aussi, il faut le cadrer. Bon. Ah oui, alors il y a aussi les opérateurs privés qui rentrent dans la danse et que vous regardez avec méfiance.
Donc vous n'êtes pas d'accord sur une relation à distance, patient-professionnel. Si. J'ai un problème de problème dermato. Je suis d'accord. Attendez. Je suis d'accord pour la relation à distance à partir du moment où en face on est un médecin qu'on connaît, qu'on a connu. D'accord. Ok. Mais alors, pas n'importe quoi. Maintenant, toutes les deux, Mesdames Trept et Lefebvre, Madame Trept, vraiment allons tout de suite sur le sujet et très vite. De quoi vous avez besoin pour que tout ça, ça marche et que les populations, les usagers, et pas ceux qui sont là, hein, c'est les premiers de la classe là, comprennent et s'approprient cette dynamique. De quoi vous avez besoin? C'est de la pédagogie, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, vous êtes actrice de la pédagogie. Mais entre usagers aussi, il y a un côté qui doit être fait par l'État, et ça c'est pour permettre à des personnes qui n'ont pas d'accès Internet à la maison de pouvoir consulter leur espace santé à des points, des associations, éventuellement des appels à initiative ou qui peuvent être, c'est-à-dire qui peuvent être annoncés ou qui peuvent être édités pour permettre à des associations de former des usagers qui le souhaitent. La CEPAM qui est un soutien indéniable. Et après, ou à l'intérieur des établissements, c'est-à-dire il faut presque avoir dans les établissements, dans nos EHPAD, un référent mon espace santé qui est formé et qui s'occupe exclusivement de ça, et qui accompagne les personnes qui souhaitent regarder, qui leur explique et qui est en capacité d'expliquer, et ça suffit pas d'appuyer sur un bouton et de dire voilà maintenant vous voyez et voilà. Il faut vraiment faire une pédagogie large et surtout une destination de nos concitoyens qui sont éloignés de tout ça. Très bien. Alors, on débriefe avec vous, Madame Serroussi, très vite, et je vais demander à Caroline Guillot de nous rejoindre. Où êtes-vous? Oui, venez. Voilà, le siège vous attend. Vous êtes directrice adjointe des relations avec les associations et citoyens du Health Data Hub. Ah, très intéressant. On a plein de questions à vous poser. Alors, juste avant, on débriefe sur toutes ces interpellations. Oui. J'ai juste quelques commentaires sur les différentes interventions. Pour Monsieur Gwen Marquier, quand un système ne fonctionne pas, c'est pas utilisé, et puis et finalement, il n'y a pas de problème puisque c'est pas utilisé. Alors moi, je suis pas d'accord. Je pense que parfois, il y a un petit chantage à l'usage. On a besoin du service et on le prend. Finalement, ce service, malgré des choses qui finalement chiffonnent, agacent, et voilà. Et c'est pour ça que beaucoup vont signer un accord sur des conditions générales d'utilisation alors qu'ils les ont pas lus parce qu'ils veulent le service, etc. Donc là, nous, on a fait une étude aussi où on s'est rendu compte que, en gros, la moitié des gens qui utilisaient des applications avaient parfois des questionnements sur l'éthique de l'application, et la moitié de cela, c'est-à-dire un quart, finalement se sentaient dépendants, agacés, énervés par rapport à ce constat-là. Donc je suis pas sûre que quand ça fonctionne pas, c'est pas utilisé. Donc il faut être vigilant pour que ça fonctionne bien. Pour l'inattendu, on va jamais l'annuler, ça je suis d'accord avec Monsieur Kremer. Là, l'idée c'est vraiment de le limiter au maximum, mais en étant conscient qu'il faut se donner les moyens de le gérer s'il se produit. Ensuite, il y a l'accès Mon Espace Santé pour ceux qui ne sont pas équipés. Il y a tout un réseau de maisons France Service qui se déploient avec beaucoup de succès et qui accompagnent les gens justement qui ne sont pas équipés, d'un point de vue matériel et qui ont besoin d'être aidés pour se lancer. Donc ça, et puis il y a tous les programmes ambassadeurs dont on va parler. Alors après, il y a un truc qui était très intéressant avec Madame Lefebvre, c'est sur le fait que un acte médical, un acte de santé qui soit en présentiel, à distance, il doit être humanisé. Alors moi, je vais pas donner mon avis sur la question. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il est très important qu'il y ait le choix toujours avec une relation humanisée et qu'il n'y ait jamais de remplacement par des intelligences artificielles dans une interaction avec une consultation de télédermatologie ou etc. En tout cas, il faut toujours donner le choix, et ça c'est à la main du patient de dire je veux voir mon médecin, ou pas de problème, je veux une téléconsultation, que ce soit avec mon médecin ou un autre médecin ou un chatbot.
Il faut avoir le choix et ça doit être transparent toujours.